Bonjour et bienvenue dans le magazine de l'économie. À la une aujourd'hui, le Venezuela face aux pénuries qui s'aggravent et l'inflation supérieure à 100%. Les habitants paniquent. Résultat, le pillage et la violence se multiplient dans les supermarchés. Et en seconde partie d'émission, on parlera de l'impression 3D puisqu'en début de semaine, un premier enfant français a reçu une prothèse fabriquée grâce à cette technique. On recevra sur ce plateau un spécialiste du sujet, Jérémy Brabé. Voilà pour les titres, mais avant ça, voyons ensemble ce qui fait la une de l'actualité économique internationale. Et pour débuter, la Grèce a remboursé la BCE en temps et en heure, 3,4 milliards d'euros, une échéance qu'Athènes a pu honorer grâce au versement de la première tranche de son nouveau plan d'aide, 26 milliards d'euros sur un total pouvant aller jusqu'à 86 milliards. Écoutez. Nous, les pays de la zone euro, avons mandaté le MES pour rendre disponible à l'économie grecque 86 milliards d'euros au maximum. Bien sûr, ce programme sur 3 ans vient avec des conditions strictes, des conditions qui ont pour but de rétablir les finances publiques et administratives, de gérer l'économie et les problèmes dans le secteur financier. Et je suis heureux d'annoncer que le gouvernement grec a déjà pris des premières mesures crédibles. Il y aura de nouvelles baisses d'impôts l'année prochaine et ce, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'a annoncé le président français ce jeudi matin. Le chef de l'État a toutefois précisé que l'ampleur de cette diminution dépendra de la croissance en 2016. Je vous rappelle que la hausse du PIB était de 0,7% au premier trimestre et nulle entre avril et juin 2015. François Hollande tente en réalité de relancer l'économie via la consommation des ménages et notamment celle des classes moyennes qui ont été particulièrement mise à contribution les 2 premières années de son quinquennat. Une visite placée sous le signe de l'économie. Mercredi soir, la chancelière allemande Angela Merkel est arrivée au Brésil. Ce jeudi, une réunion bilatérale est organisée avec la présidente Dilma Rousseff. Au menu de cette rencontre, le climat, les relations entre les deux États, mais aussi les investissements des entreprises allemandes au Brésil. Aujourd'hui, Berlin compte quelques 1300 compagnies actives dans l'ensemble du pays. Ça représente environ 19 milliards de dollars investis. Nouvelle dégringolade pour la monnaie turque. Ce jeudi matin, elle a franchi la barre des 3 livres pour 1 dollar. Sur un mois, ça représente une chute de plus de 10% et sur un an, quasiment 28%. Les investisseurs sont inquiets à cause de la recrudescence de violence, mais aussi du blocage politique. Des élections législatives anticipées pourraient avoir lieu en novembre prochain. Plongeons également pour la monnaie kazakh, le tenge, une chute de 23% face au dollar, juste après la décision du gouvernement de ne plus intervenir sur le marché d'échange et donc de laisser flotter sa devise. Le président a expliqué vouloir adapter son programme économique au prix du pétrole plus bas. Le pétrole, la principale ressource de revenus du Kazakhstan. Et on termine avec Tata. Le conglomérat indien a décidé d'investir dans Uber. Le montant n'a pour le moment pas été révélé, mais selon les médias, il devrait se situer entre 75 et 100 millions de dollars, de quoi permettre à la société de VTC de se développer dans le pays. Aujourd'hui, elle est présente dans une vingtaine de villes indiennes et compte quelques 150 000 chauffeurs enregistrés. Mercredi, les minutes de la Fed ont été publiées. Il s'agit du compte-rendu de la dernière réunion monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a eu lieu fin juillet. Et alors que de plus en plus d'investisseurs misaient sur une remontée des taux à la rentrée, ce document montre que l'institution pourrait faire preuve d'encore un petit peu de patience. Elle est inquiète face au ralentissement de l'économie chinoise. Ce jeudi, la bourse de Shanghai a une nouvelle fois clôturé en baisse, moins 3,5%. Nous sommes en ligne avec Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Agora. Eric, bonjour. En quoi la situation de la Chine peut-elle influencer la stratégie de la Fed ? Écoutez, ce qu'il faut comprendre quand même, c'est que toutes les économies mondiales sont interconnectées, c'est-à-dire qu'un ralentissement très fort de l'économie chinoise pourrait peser bien sûr sur les exportations américaines. Mais ce n'est pas la seule raison. Si la Réserve fédérale américaine remontait ses taux d'intérêt, il pourrait y avoir une fuite des capitaux, c'est-à-dire que les capitaux quitteraient les pays émergents
et notamment la Chine, pour aller aux États-Unis, et cela pourrait provoquer des forts dysfonctionnements de la planète finance. Donc attention. De plus, pour l'instant, on est sur une croissance chinoise de l'ordre de 7%, mais si la croissance chinoise baissait vraiment sur des niveaux de 3 à 4%, ce serait alors extrêmement dangereux pour la Réserve fédérale d'augmenter ses taux. C'est pour cela que le communiqué d'hier est assez craintif finalement, puisqu'on parle des doutes sur l'économie chinoise. À noter toutefois, et je terminerai là-dessus, Johanna, c'est que pour l'instant, tout semble plaider pour une hausse des taux aux États-Unis, sans doute pas en septembre, mais en décembre prochain. Mais tout peut aller très vite, et tout peut être remis en question au gré des statistiques économiques chinoises. 42 $ pour 12 œufs, 330 $ pour une bouteille de whisky ou encore 29 $ pour une boîte d'ibuprofène. Rien ne va plus au Venezuela. Le pays est touché par la pire inflation de la planète, supérieure à 100%. Et à cela s'ajoutent de graves pénuries, notamment sur les biens de première nécessité. Résultat, le pillage devient de plus en plus fréquent et les scènes de violence se multiplient dans les supermarchés. C'est un sujet d'Anthony Lesme. Le désespoir gagne les Vénézuéliens. Les pénuries s'aggravent et les files d'attente des supermarchés s'allongent. Le pays, gagné par la plus grande inflation du monde, supérieure à 100%, n'a plus les moyens d'importer des produits de première nécessité. C'est dur de trouver à manger. Et juste pour avoir quelques trucs, il faut qu'on fasse la queue à partir de 3 ou 4 heures du matin. Et là, il est 10 heures et rien n'a été vendu. Il n'y a aucun produit. Dans les supermarchés, les scènes de violence se multiplient. Le pillage est devenu monnaie courante. 132 incidents ont été signalés depuis la première moitié de l'année et la tendance s'accélère. Nous avons pu observer en juillet, sans avoir pu répertorier toutes les données, une forte augmentation des actes de vandalisme dans les supermarchés, tous les points de vente et le transport de la nourriture. Le gouvernement refuse tout commentaire et pour cause. C'est bien un système qui vacille, celui d'un État centralisé qui compte uniquement sur l'or noir pour subvenir à ses besoins. Le pays tire en effet 96% de ses revenus du pétrole et frappé de plein fouet par les chutes des cours, le déficit budgétaire atteindrait 20% de la richesse nationale cette année. Selon le FMI, le PIB devrait se creuser de 7% en 2015. Si le gouvernement de Nicolás Maduro parvient à mettre en œuvre des correctifs démocratiques pour les questions économiques, la nourriture et d'autres droits, les tensions et les conflits vont diminuer. Si cela ne se produit pas, nous assisterons à une hausse des protestations et de la violence. C'est bien l'hypothèse pessimiste qui gagne les esprits. Les investissements sont en chute libre, le bolivar s'effondre, la banqueroute est proche pour certains spécialistes. Ce ne serait que la 11e de l'histoire du pays. Il s'appelle Maxence, il a tout juste 6 ans et il est né avec une malformation à la main droite. Mais en début de semaine, il a reçu une prothèse et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit non pas d'un dispositif médical mais d'une prothèse qui est fabriquée grâce à l'impression 3D. Son atout, elle ne coûte qu'entre 50 et 200 € selon la taille. C'est un sujet de Maël Benoliel. Maxence a 6 ans et il est né sans main droite. Comme lui, ils sont une centaine d'enfants à naître en France avec une malformation d'un ou plusieurs membres. Mais depuis quelques jours, le jeune garçon a une nouvelle main. Une prothèse imprimée en 3D, ses parents sont ravis. C'était émouvant de pouvoir le voir attraper quelque chose vraiment avec cette main et puis lui d'être impressionné par le fait de pouvoir bouger son petit poignet et de voir bouger sa main avec, quoi. Oui, c'était émouvant. Il va découvrir des choses que, entre guillemets, nous on fait à deux mains, que lui a toujours fait avec une main et demie, notamment du vélo. Il fait du vélo depuis qu'il a 2 ans et demi. Ça l'a jamais gêné, mais il va peut-être trouver des facilités, des choses. Il fera les mêmes choses, mais différemment. Un peu comme nous. En 2013, une fondation américaine, Innable, lance un réseau philanthropique d'un genre particulier, mettre en relation des personnes disposant d'imprimantes 3D avec des familles ayant des enfants à qui il manque des doigts ou une main. Déjà plus de 1500 prothèses comme celle de Maxence ont été fournies via cette plateforme. Et avec cette main imprimée en 3D, nul besoin de chirurgie, elle s'attache avec du velcro et s'utilise comme un gant. L'objet le plus low-tech qu'on puisse imaginer aujourd'hui, c'est la flexion du poignet. Donc on a une paume dans laquelle la paume résiduelle de l'enfant vient se prendre à travers des scratchs et un gantelet qui vient prendre le bras. D'accord ? Et c'est la flexion du poignet qui va plier les doigts. C'est aussi simple que ça.
Autre avantage, le prix de cette nouvelle technologie. Ça coûte rien pour les familles, c'est le principe de l'association Enable. Donc quand je décide de faire une main, c'est moi qui décide que j'ai un peu de temps, un peu de plastique et un peu d'énergie à donner. Si on extrapole sur des pays en guerre et ainsi de suite, on se dit que c'est génial. Pour 50 €, on peut rendre justement à des enfants qui avaient 2 mains et qui les ont perdues, on peut leur rendre vraiment un usage minimum et quand même un usage de 2 mains c'est génial, quoi. Seule ombre au tableau, les prothèses imprimées en 3D, bien que peu coûteuses et ludiques, ne bénéficient toujours pas d'agrément médical. Mais pour Maxence, l'important est ailleurs. On va continuer à parler de l'impression 3D. Pour cela, on accueille sur ce plateau Jérémy Brabé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la tête d'une start-up qui s'appelle Psartech. De quoi s'agit-il exactement? Alors, l'idée est, par le biais de l'impression distribuée, c'est-à-dire l'impression locale, au plus près des gens, de permettre aux industriels de mettre à disposition de leurs clients, des consommateurs normaux, des pièces soit détachées, soit customisées. Et cela sans logistique. C'est-à-dire que vous n'avez plus à attendre pour ce qui est du client et pour ce qui est de l'industriel, il n'a plus à s'occuper d'une logistique qui veut dire produire la pièce, l'acheminer, la mettre en stock et la distribuer. Et combien ça coûte une imprimante 3D ? Ça dépend de ce dont on parle. Si on parle d'imprimantes qui sont des imprimantes industrielles, ça coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais si l'on parle d'imprimantes qui sont des imprimantes personnelles, c'est-à-dire en général, on dit desktop, celles qu'on peut disposer sur une table, ça commence, une imprimante correcte commence entre 1000 et 2000 euros. Et alors, quels sont les atouts de l'impression 3D par rapport à d'autres techniques ? Alors, l'atout majeur par rapport à l'industrie traditionnelle, c'est qu'il n'est pas besoin d'utiliser des moules. C'est-à-dire que le coût est identique de production entre deux pièces avec des formes différentes. En fin de compte, ça permet de produire des pièces customisées, c'est-à-dire qui correspondent à chaque consommateur, ou de produire des petites séries, ce qui n'était pas du tout possible avec l'industrie normale qui repose sur l'économie d'échelle. Et dans quels différents domaines on peut utiliser cette technique de l'impression 3D, mis à part le domaine médical qu'on a pu voir dans le reportage avec cette main greffée ? Alors, c'est déjà utilisé dans tous les domaines industriels pour faire du prototypage. Maintenant, pour des pièces qui sont vraiment utilisées en soi, on pense notamment au domaine, par exemple, militaire. L'armée américaine a commencé à s'intéresser à ça pour pouvoir imprimer sur le théâtre d'opération et ne pas s'embarrasser de cette logistique-là. Au domaine aérospatial, General Electric, par exemple, commence à imprimer des pièces d'avion, ce qui permet de faire des pièces plus complexes et donc plus efficaces, et aussi, encore une fois, de faire des petites séries. On a aussi quelques exemples comme dans le domaine maritime où Maersk embarque sur ses bateaux à présent des imprimantes pour éviter de retourner à quai lorsque certaines pièces sont défaillantes. Et quel est selon vous l'avenir de l'impression 3D ? Alors l'avenir, à mon sens, de l'impression 3D, il y a deux courants significatifs. Le premier, c'est le champ dans lequel l'impression 3D, les champs dans lesquels l'impression 3D rentre. On voit de plus en plus de choses qui bénéficient de la révolution de l'impression 3D. On peut penser par exemple au bâtiment, à la construction. Il y a un pont en Hollande qui est en ce moment imprimé en 3D, où il y a des maisons en Chine qui sont imprimées en 3D, et de l'autre côté, le fait que cette technologie se démocratise. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire à notre échelle et modestement, mais de permettre en fait aux consommateurs de bénéficier des bienfaits de cette technologie. Merci beaucoup, Jérémy Brabé, pour toutes ces explications. On va maintenant passer au Media Watch. Et le Media Watch aujourd'hui, c'est avec Léa Volbert. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des enjeux économiques de la nouvelle pilule rose. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de Hadi, c'est donc la nouvelle pilule, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle fait beaucoup parler d'elle. C'est l'équivalent du Viagra pour les femmes, destiné donc à relancer la libido, et les groupes pharmaceutiques se l'arrachent déjà. Valeant, un groupe canadien, vient de proposer $1 milliard pour acheter Sprout. C'est l'entreprise qui vient d'obtenir aux États-Unis l'autorisation de commercialiser cette pilule. C'est donc acté. Selon les termes de l'accord, Valeant paiera en 2 fois au cours de l'année 2016.
française et embauchera par la même occasion toute l'équipe dirigeante et les 25 salariés de l'entreprise Sprout. Alors vous allez nous parler aussi d'immobilier puisque aux États-Unis une maison est en vente mais pas n'importe laquelle. Exactement, pas n'importe quelle maison, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est celle de Kurt Cobain, celle où il a passé le plus clair de son enfance. Annonce discrète sur le site immobilier américain Curbed. C'est donc à Aberdeen dans l'État de Washington, modeste demeure bâtie en 1923. Les murs ont conservé les graffitis de Kurt, les posters du groupe et les traces d'un coup de poing, d'un énième excès de colère, toujours en vente au moment où je vous parle, 329 000 $. Merci beaucoup Léa Volbert. Cette émission est maintenant terminée. Merci à tous de l'avoir suivi. Le magazine de l'économie revient lundi à la même heure. En attendant, l'information continue sur i24 News.